nous sommes en 1940. La France est déjà tombée. Au nord, l'Allemagne nazie avance, au sud, le régime fasciste italien bloque la route. Imagine que tu es un citoyen suisse, habitant d'un petit pays désormais complètement encerclé par les puissances de l'Axe, sans aucun allié. Alors, comment la Suisse a-t-elle pu rester la seule démocratie d'Europe centrale à traverser la guerre sans être occupée? Ou, question encore plus importante, à quel prix est-elle parvenue? Ce n'est pas une histoire du type « et si ». C'était la réalité. Comme tu vas bientôt le voir, cela a nécessité des compromis qui ont ensuite hanté toute une nation. Je te demande, pendant que tu regardes cette vidéo, d'essayer de te mettre à leur place et de réfléchir à ce que tu aurais fait différemment si la machine de guerre la plus puissante du monde avait frappé à ta porte. Il y a un pays où vivent moins de gens qu'en Hongrie, et pourtant il se prépare à affronter la plus puissante armée du monde. C'était la situation de la Suisse en 1940, lorsqu'Hitler avait déjà conquis la moitié de l'Europe. Sur la carte, la Suisse n'était plus qu'une minuscule tache au milieu de l'anneau des puissances de l'Axe. La plupart des gens pensaient qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que la Suisse ne soit elle aussi écrasée. Mais le pays alpin voyait les choses tout autrement. Dès les premiers jours de la guerre, la mobilisation a commencé. En l'espace de quelques semaines, plus de 850 000 réservistes ont été appelés sous les drapeaux, soit près de 20% de la population du pays. Pour vous donner une idée de l'ampleur, si aujourd'hui l'Union européenne mobilisait un cinquième de sa population, cela représenterait près de 90 millions de personnes en uniforme. Ce n'est plus une armée, c'est un engagement à l'échelle de la société. L'essence de la stratégie de défense suisse n'était pas d'empêcher l'invasion, mais de développer un niveau de résistance tel qu'il dissuaderait l'ennemi. C'était le fameux concept de la forteresse nationale, avec lequel ils ont transformé les Alpes en un gigantesque système de fortifications souterraines. Ils ont creusé des bunkers dans les entrailles des montagnes, installé des positions d'artillerie cachées et rempli de tunnels, de pots et de cols de charges explosives. Chaque point stratégique était préparé pour l'autodestruction. Le plan était clair, si l'ennemi arrivait, ils préféraient détruire leur propre pays plutôt que de le livrer. Et ce n'était pas seulement de la propagande militaire. Dans le petit village d'Andermatt, par exemple, un boulanger local, Ernst Weber, gardait non seulement du pain sous le comptoir, mais aussi une mitraillette. Le matin, il faisait cuire le pain, et l'après-midi, il participait avec les habitants du village à l'exercice de tir obligatoire. Si nécessaire, nous défendrons la vallée maison par maison, disait-il à ses enfants. Et il n'était pas le seul. Dans chaque village rural, cette mentalité régnait. Leur stratégie militaire consistait essentiellement à attirer l'ennemi à l'intérieur du pays, afin de l'Y épuiser progressivement. À la frontière, seule l'avant-garde était en place. La véritable force attendait les assaillants dans les montagnes. Le commandement militaire allemand le savait parfaitement et observait la mobilisation suisse avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. D'après leurs calculs, il aurait fallu au moins 21 divisions pour occuper la Suisse et les pertes auraient été énormes. Tout cela pour occuper un pays qui ne possédait ni matières premières stratégiques, ni cible militaire majeure. Tout simplement, cela n'en valait pas la peine. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'apparence de la défense, la réalité qui se cachait derrière comptait tout autant. En Suisse, l'armée fonctionnait sur une base civile. Presque tous les hommes recevaient une formation militaire et gardaient leurs armes à la maison. Si l'ennemi arrivait, il n'était pas seulement attendu par des soldats, mais aussi par des familles armées, des villages retranchés, des guérilleros dans les montagnes. Parmi les unités de montagne, on trouvait des bergers, des chasseurs, des skieurs de randonnée, des gens qui connaissaient le terrain comme leur poche et se déplaçaient dans les montagnes comme d'autres dans leur propre appartement. Même avec quelques brillants chefs militaires allemands et de bonnes cartes, ils n'auraient jamais pu vaincre ces gens sur leur propre terrain. Les habitants suisses sont devenus les maîtres de la guerre alpine. Des unités mobiles et capables de se dissimuler, qui auraient pu épuiser même la machine de guerre allemande la plus moderne. Pendant ce temps, la Suisse construisait aussi sous terre. Des centres gouvernementaux, des entrepôts alimentaires et des hôpitaux étaient dissimulés dans des bunkers. Un véritable pays de réserve, creusé dans la montagne, attendait prêt à prendre le relais de la surface si nécessaire. Et si tout cela ne suffisait pas, en 1940, l'armée de l'air suisse a abattu 11 avions allemands après qu'ils eurent violé son espace aérien. C'était là la véritable signification de la neutralité suisse. Ce n'était pas de la facilité, mais une autodéfense active. Le message de la Suisse était clair pour les autres pays, si tu nous attaques, tu ne conquiers pas un pays, mais un peuple retranché dans une forteresse de montagne, qui fera tout pour que tu redresses ce que tu as entrepris. Ainsi, la défense suisse n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Le pays lui-même est devenu la forteresse. Pour un ennemi habitué aux victoires rapides, la Suisse était un adversaire bien trop coriace. L'armée suisse était donc prête à faire sauter chaque col, chaque pont et chaque tunnel si l'Allemagne envahissait le pays. Mais l'histoire écrit ces scénarios de façon étrange. Alors qu'en surface la Suisse apparaissait comme une forteresse de la résistance, en coulisses, un accord économique fut conclu, qui suscite encore aujourd'hui des controverses. Lorsque la France tomba en 1940, la Suisse se retrouva pratiquement en quarantaine économique.
toutes les voies d'importation passaient par l'Allemagne nazie ou ses alliés, et la Suisse n'était pas autosuffisante, surtout en matière d'énergie. L'hiver était froid et les usines avaient besoin de charbon. Seule l'Allemagne pouvait fournir suffisamment de charbon, avec laquelle, il faut le dire, les relations étaient loin d'être au beau fixe. Les chiffres paraissent de même cependant, pendant la guerre, les Allemands ont exporté plus de 10 millions de tonnes de charbon vers la Suisse. Rien qu'en 1943, cette quantité couvrait 40% des besoins énergétiques du pays. Ce n'était pas un simple commerce. C'était devenu une question de vie ou de mort pour le petit pays qui, tout en essayant de résister à une éventuelle invasion, se trouvait aussi dans une dépendance totale. C'est alors que le gouvernement suisse a décidé, pour survivre, il ne fallait pas seulement miser sur la dissuasion militaire, mais aussi faire des concessions économiques. C'est ainsi qu'ils ont ouvert le tunnel du Gothard aux Allemands. Ce passage alpin était un point stratégique clé, reliant l'Allemagne à l'Italie. Selon la version officielle, il ne devait pas servir au transport de soldats ou d'armes, mais uniquement de marchandises. Mais dans les conteneurs ferroviaires scellés, on pouvait transporter n'importe quoi, et personne ne les contrôlait. Le trafic ferroviaire a triplé pendant la guerre. La Suisse est ainsi devenue l'un des corridors de transit les plus fréquentés entre les puissances de l'Axe. Et ce n'était que le début. Les compromis financiers soulèvent des questions morales encore plus graves. L'Allemagne nazie payait en or. Entre 1939 et 1945, la Reichsbank a vendu pour un total de 300 millions de francs suisses d'or aux banques suisses en échange de devises convertibles. Cet argent était nécessaire à l'Allemagne nazie pour acheter des matières premières dans d'autres pays neutres, car personne n'acceptait le mark allemand. Le problème, c'est que cet or ne provenait pas de la Banque nationale allemande, la majeure partie avait été pillée dans les banques centrales des pays occupés. Et ce qui est encore plus sombre, plusieurs centaines de milliers de francs d'or dits Melmé sont également arrivés en Suisse. Les nazis avaient obtenu cet or directement auprès des victimes des camps de concentration à partir de plombages dentaires, de bijoux et d'objets de valeur. Le système financier suisse a ainsi transformé l'or en argent liquide sans se soucier de son origine. En somme, ils sont devenus une véritable blanchisserie d'argent pendant la guerre. Et il ne s'agissait pas seulement des banques. Des entreprises suisses fabriquaient des mécanismes d'horlogerie, des machines outils de précision, ainsi que des systèmes de visée pour bombes. Celles-ci servaient directement la machine de guerre allemande. De nombreuses entreprises suisses, comme Nestlé par exemple, ont d'ailleurs maintenu leurs relations commerciales avec les nazis pendant la guerre, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, dans la communication officielle, la Suisse restait le modèle de la neutralité en adaptant, disons de façon flexible, les limites morales à cette image. Ils ont accepté juste assez de coopération pour éviter l'occupation, mais ont préservé suffisamment d'indépendance pour ne pas devenir un État fantoche de Hitler. Cette dualité se ressent partout. Les tunnels étaient remplis d'explosifs, mais des trains allemands les empruntaient. Les bunkers étaient prêts au combat, tandis que les banques faisaient commerce d'or. La stratégie a fonctionné. La Suisse a traversé la guerre sans subir de dommages physiques, mais le prix moral qu'elle a payé pour cela était bien moins visible. La coopération financière a prolongé la guerre, a indirectement aidé l'effort de guerre allemand et a ainsi augmenté le nombre de victimes. Cependant, tandis que la Suisse faisait des affaires avec l'Allemagne nazie, Hitler et ses hommes s'agitaient en coulisses. Les citoyens suisses n'en savaient rien, mais l'état-major allemand était prêt depuis des mois envahissant le pays. Tannenbaum, c'est-à-dire l'opération Sapin, tel était le nom du plan d'invasion de la Suisse, minutieusement élaboré, qui reposait sur le bureau de Hitler et n'attendait plus que sa signature. Le plan militaire allemand n'était pas un bluff. En octobre 1940, le scénario opérationnel complet était prêt. Chars d'assaut, frappes aériennes, unités d'infanterie, attaques de diversion, tout avait été planifié. L'objectif était d'empêcher les Suisses de se replier dans les Alpes et de frapper avant que la forteresse nationale ne puisse fonctionner à pleine capacité. Les troupes allemandes se sont alignées à plusieurs reprises à la frontière. Il n'y avait qu'un seul ordre qui séparait la Suisse de l'invasion. Mais cet ordre n'est jamais arrivé. Mais ce n'était plus le mérite de l'armée, mais celui de la diplomatie. En effet, la Suisse valait de l'or non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi diplomatique. Comme je l'ai dit récemment, le gouvernement planifiait chacun de ses pas de façon à montrer juste assez de coopération envers les Allemands, tout en conservant suffisamment d'indépendance pour ne pas devenir un État fantoche. C'était le numéro d'équilibriste suisse, et ils l'ont exécuté avec beaucoup d'habileté. Tandis qu'une main traitait avec les Allemands, l'autre tenait une série de mandats diplomatiques internationaux. Les diplomates suisses représentaient les intérêts de 35 pays dans des États en guerre les uns contre les autres. Ils transmettaient des messages entre les États-Unis et l'Allemagne, s'occupaient des questions relatives aux prisonniers de guerre et facilitaient l'acheminement de passeports, de visas et de courriers. Sans eux, le terrain de la communication pendant la guerre mondiale aurait été encore bien plus chaotique. Ils ont tiré parti de leur neutralité et sont restés la seule partie raisonnable parmi tous ces pays en conflit et en guerre. La Croix-Rouge, basée à Genève, a visité plus de 12 000 camps de prisonniers de guerre pendant le conflit.
Ils ont fourni des livres, des possibilités d'éducation, des soins médicaux, et cette aide a apporté un peu de dignité dans la vie de millions de personnes, même pendant les pires périodes. Mais ce n'est qu'un exemple. L'essentiel, c'est que la Suisse a donc été un médiateur précieux pour les deux camps, et c'est devenu leur véritable bouclier. En effet, l'Allemagne ne voulait pas perdre ce pays qui l'aidait dans ses affaires financières, et les États-Unis ne voulaient pas non plus perdre ce pays sur le territoire duquel l'OSS, le prédécesseur de la CIA, avait établi l'un de ses centres les plus importants. Allen Dulles, qui deviendra plus tard le directeur des services de renseignement américains, dirigeait justement son bureau secret à Berne, d'où des informations sur plusieurs opérations militaires européennes parvenaient au commandement américain. La Suisse était au courant et laissait ce bureau fonctionner, tout en préservant en apparence sa neutralité vis-à-vis de l'extérieur. Bien sûr, cette neutralité a tout de même été entamée. Des bombardiers américains et britanniques ont violé l'espace aérien suisse à plus de 6000 reprises. Malheureusement, il est aussi arrivé que des bombes soient larguées. Le cas le plus grave s'est produit en 1944. Cela s'est produit le 1er avril, lorsque des avions américains ont bombardé par erreur la ville de Schaffhouse, pensant survoler la ville allemande de Ludwigshafen. 40 civils ont perdu la vie et plus de 50 bâtiments ont été détruits. L'ironie ? Les usines qui ont été bombardées fabriquaient justement du matériel militaire allemand, des obus de défense antiaérienne, des roulements à billes, des pièces d'avion. Donc ces machines n'ont pas beaucoup aidé. Mais cela montre encore une fois que la neutralité était en réalité plus nuancée qu'elle n'en avait l'air à première vue. La Suisse a alors fait savoir qu'il fallait que cela cesse et qu'à l'avenir, en cas de violation de son espace aérien, elle n'hésiterait pas à abattre même des avions américains si nécessaire. Bien sûr, cela représentait un nouvel exercice d'équilibrisme diplomatique. Il fallait montrer un peu de mécontentement, mais pas au point de compromettre la relation. La véritable carte maîtresse, cependant, c'était leur service de renseignement, au-delà même de la CIA opérant ici. Le service de renseignement suisse fournissait des informations aux deux camps, juste assez pour que chacun estime qu'il vaut la peine de rester en bons termes avec les Suisses. Celui qui les aurait perdus aurait en quelque sorte offert un allié précieux à l'autre camp, et personne n'a voulu prendre ce risque. Finalement, c'est devenu la véritable forteresse de la Suisse. Ni le béton, ni la poudre à canon, mais l'utilité diplomatique. Les puissances de l'Axe ne voulaient pas renoncer à la porte dorée suisse, tandis que les anglo-saxons ne voulaient pas perdre le pont de renseignement le plus fiable sur le continent. Ainsi, tout est resté comme avant. Tandis que la Suisse jonglait habilement entre les puissances de l'Axe et les Alliés, il y eut un domaine où, sous couvert de neutralité, elle prit une décision moralement lourde. Une décision qu'ils ont eux-mêmes regrettée des décennies plus tard. En août 1942, le gouvernement suisse a publié une directive officielle stipulant que les personnes persécutées pour des raisons raciales ne seraient pas considérées comme des réfugiés politiques. En une seule phrase, ils ont ainsi définitivement fermé les portes du pays à des milliers de réfugiés juifs. Cette subtilité juridique signifiait que ceux qui fuyaient uniquement parce qu'ils étaient juifs, sans motif politique, pouvaient être refoulés à la frontière, et beaucoup l'ont effectivement été, souvent vers une mort certaine. Après cela, la garde-frontière suisse a reçu de nouveaux moyens facilitant la collaboration avec les nazis. L'un des exemples les plus connus est le tristement célèbre tampon en forme de lettre J, introduit à la demande des autorités suisses sur les passeports allemands afin d'identifier plus facilement les juifs à la frontière. Les décisions prises n'étaient pas motivées par la crainte d'un afflux de réfugiés, mais à un calcul politique délibéré. La Suisse savait ce qui se passait en Europe. Ils étaient au courant des camps de la mort, ils savaient pour les déportations. Et pourtant, ils ont décidé de garder les portes fermées. Pourtant, des réfugiés sont tout de même arrivés. Environ 300 000 personnes ont trouvé refuge en Suisse pendant la guerre, dont environ 27 000 juifs. Ce chiffre peut sembler élevé à première vue, mais la vérité, c'est que ces personnes ont souvent été accueillies dans des conditions strictes et humiliantes. Par exemple, l'État a prélevé une taxe sur les réfugiés auprès des communautés juives suisses. Elles ont dû payer 7 millions de francs pour contribuer à l'entretien des réfugiés juifs. C'était comme si les réfugiés juifs persécutés n'étaient pas des êtres humains à aider, mais une charge financière que leur propre communauté devait assumer. Et pour ceux qui parvenaient malgré tout à entrer, les épreuves ne s'arrêtaient pas là. Dans les camps de réfugiés, des règles strictes, des ressources limitées et le travail forcé les attendaient. Dans de nombreux endroits, les familles étaient séparées, les enfants placés à part, et ces blessures ont perduré toute leur vie. Les prisonniers de guerre américains, capturés en Allemagne ou dans d'autres pays de l'Axe, parvenaient parfois à s'évader et à franchir la frontière suisse. Selon le droit international, la Suisse ne pouvait pas autoriser les soldats des belligérants à circuler librement sur son territoire, c'est pourquoi ils étaient internés. Autrement dit, ils n'étaient pas emprisonnés, mais placés sous surveillance jusqu'à la fin de la guerre ou jusqu'à ce que leur situation soit régularisée. Même ces soldats américains internés étaient stupéfaits par les conditions dans les camps. Le plus tristement célèbre de ces camps était celui de Volkswiedermann, où les conditions étaient si mauvaises que le département d'État américain a adressé une plainte officielle au gouvernement suisse. À l'extérieur, la Suisse affirmait être une grande puissance humanitaire, mais en interne, la politique déclarait clairement qu'elle n'accepterait pas massivement les persécutés juifs.
Ce n'était plus de la neutralité, mais une exclusion active. Le jugement de l'histoire sur ce sujet a longtemps tardé à venir. La Suisse est restée silencieuse pendant des décennies, jusqu'en 1995, lorsque le gouvernement a finalement présenté des excuses publiques pour sa participation à l'introduction du tampon portant la lettre J concernant les Juifs. Cela a jeté une ombre éternelle sur l'image humanitaire que la Suisse avait d'elle-même. Le pays qui a accueilli la Croix-Rouge, le pays qui s'est abrité derrière un drapeau de neutralité, non seulement a refusé d'aider, mais a aussi, indirectement, contribué à l'efficacité de la persécution. Tu comprends pourquoi c'est problématique, n'est-ce pas? Et une question très importante se pose, que se passe-t-il lorsqu'un pays, qui a bâti son identité nationale sur la neutralité et l'aide aux personnes, se rend compte qu'il a, en réalité, tiré profit d'un génocide? Cette question a explosé dans la conscience publique suisse en 1996, lorsque des survivants de l'Holocauste et leurs descendants ont commencé à poursuivre en justice les banques suisses, parce que celles-ci refusaient de restituer les avoirs des proches disparus à l'époque nazie. Jusque-là, la Suisse avait construit sa propre légende héroïque pendant 50 ans. Dans les manuels scolaires, se dessinait l'image d'un pays qui était resté fidèle à la démocratie, avait évité l'occupation et aidé les réfugiés autant qu'il le pouvait. Mais cette histoire passait sous silence de nombreux aspects. Le gouvernement a consciemment façonné cette image. Par exemple, un rapport officiel a été rédigé, le rapport Bonjour, qui a tenté de présenter la politique suisse pendant la guerre sous un jour favorable, mais même à l'époque, ce rapport sélectionnait les documents de manière sélective et était loin de refléter l'ensemble de la réalité. Mais à la fin des années 1990, des documents ont refait surface qu'on ne pouvait plus balayer sous le tapis. Des milliers de comptes bancaires oubliés ont refait surface, ouverts par des familles juives fuyant les nazis, mais auxquels elles n'ont jamais pu accéder, car les banques exigeaient des preuves, comme par exemple un certificat de décès provenant d'Auschwitz. Dans d'autres cas, ils affirmaient que les documents étaient introuvables, ou bien ils considéraient tout simplement les comptes comme clôturés. Le scandale n'est pas resté une affaire purement suisse. Les États-Unis, des organisations juives internationales, des survivants et des militants des droits civiques ont également exercé des pressions sur l'État suisse et le système bancaire suisse. Les accusations étaient claires, les institutions financières suisses ont profité de la Shoah et ont conservé pendant des décennies les avoirs des victimes. Au début, le gouvernement s'est défendu, a mis en doute le nombre de comptes, a nié toute intentionnalité et a tenté d'étouffer le scandale. Mais la pression n'a fait qu'augmenter et finalement, en décembre 1996, la commission Bergier a été créée, un groupe indépendant d'historiens chargé d'enquêter de manière exhaustive sur les activités de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. L'historien Jean-François Bergier a été nommé à la tête de la commission et il n'a pas cherché à embellir la réalité. Le rapport final qu'ils ont publié en 2002 a été bouleversant. Le document affirmait que le gouvernement suisse était déjà au courant de l'Holocauste en 1942, mais qu'il avait continué à commercer avec les Allemands et à maintenir les restrictions sur les réfugiés. Selon le rapport, la Suisse n'était ni innocente, ni ignorante, elle a simplement pris ses décisions en fonction de ses intérêts économiques. Des conclusions particulièrement graves ont également été tirées concernant les compagnies d'assurance. Ces entreprises ont sciemment refusé d'effectuer les paiements aux héritiers des victimes de l'Holocauste, sachant pertinemment que les familles ne pourraient jamais obtenir les documents nécessaires à la demande. L'enquête a également confirmé ce que beaucoup ne faisaient qu'imaginer jusque-là. Les banques suisses ont accepté leur mêlée, leur prix aux victimes des camps de la mort, et elles savaient d'où ils provenaient. Le procès s'est finalement terminé par une indemnisation d'une ampleur historique. Les banques suisses ont versé plus d'1,250 milliard de dollars aux survivants de l'Holocauste et à leurs familles. Et ce n'était pas seulement de l'argent, c'était aussi un aveu. Un aveu que ce qui avait été raconté jusque-là comme une histoire héroïque était en réalité rempli de non-dits et de complicité. Le scandale a déclenché une profonde crise identitaire en Suisse. La population, qui jusque-là vivait dans la conviction que le pays s'était comporté de manière exemplaire pendant la guerre, a été confrontée à une vérité dérangeante. Des manuels scolaires ont été réécrits, les programmes éducatifs ont été enrichis et une nouvelle génération est apparue qui ne voulait plus taire le passé, mais le comprendre. L'histoire de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pour autant pas un conte en noir et blanc. Dans la réalité, il y a rarement des bons et des méchants. C'est l'histoire d'un petit pays qui a essayé de préserver son identité au cœur de la plus grande tempête du monde et qui, parfois, est allé trop loin et parfois, pas assez. Leur préparation militaire, leurs manœuvres diplomatiques et la détermination avec laquelle ils ont évité l'occupation sont vraiment des exploits remarquables, mais le prix qu'ils ont payé pour cela n'était pas tant économique que moral. Les excuses ultérieures, les enquêtes historiques et les indemnisations montrent cependant qu'une nation peut aussi apprendre si elle est prête à affronter son propre passé.